Alors, je partage juste mon écran. Toc, dites-moi si vous voyez. C'est bon. Ok, super. Donc, bonjour à tous. Merci de vous connecter pour cette conférence ce soir. Donc, une conférence sur la maîtrise des enjeux HSE dans l'industrie. Donc, c'est un thème large qu'on a choisi, que je vais essayer d'aborder sous un angle assez simple, mais assez complet aussi, puisqu'il y a pas mal de choses à dire. Avant de commencer, je vais me présenter. Donc, Floriane Berthet, je suis une ancienne de l'ESEP, de la promo 2017. Donc, j'ai effectué 2 années sur le campus de Grasse, la vieille époque, et 1 année sur le campus d'Angers. J'ai été, pendant que j'étais à l'ESEP, vice-présidente et présidente de la Junior Conseil à QSE, en partie, ce qui fait que je suis là aujourd'hui et que j'ai accepté avec plaisir cette invitation. Et j'ai réalisé chez Air France et chez Dassault Aviation, où je travaille de nouveau aujourd'hui. Après avoir obtenu mon diplôme de l'ESEP, j'ai fait un master spécialisé en maîtrise des risques industriels. Alors vous avez déjà eu un Gaëtan hier sur la conférence qui a fait le même master que moi. Je l'ai effectué en contrat de professionnalisation chez Bureau Veritas, donc une société de conseil. J'étais basée sur l'agence de Bordeaux et j'effectuais du conseil en tant qu'ingénieur HSE, risque industriel, sur toute la région Nouvelle-Aquitaine. Et en 2018, j'ai été embauchée chez Dassault Aviation dans le service dans lequel j'avais effectué mon stage de fin d'études de l'ESEP. Donc, je suis partie pour revenir. Et depuis 2018, je suis donc coordinatrice HSE centrale. C'est pas une faute d'orthographe qu'il n'y ait pas de E à centrale, puisque c'est dans le central de l'entreprise. C'est en fait les équipes qui font le lien entre la direction et les équipes HSE locales dans les sites de production. Donc, c'est nous, par exemple, qui définissons les axes stratégiques. C'est nous qui réalisons des audits. C'est nous qui mettons à disposition des outils harmonisés pour toute la société, pour tout le groupe. On accompagne les services HSE locaux, etc., etc. Donc, vous l'aurez compris, je ne suis en rien prof, et donc la conférence du jour n'est pas un cours. Je n'ai pas du tout la prétention de dire que des vérités exactes, mais l'objectif de ma présentation, c'est plutôt de vous faire part de certaines remontées du terrain, d'expériences du terrain, et aussi de finalement soulever un certain nombre de questions autour des thématiques HSE, puisque le management HSE, on va le voir, un management qui se travaille, se remet en question et évolue tout au long de la vie d'une entreprise. Et en fait, si vous partez de cette conférence avec plus de questions qu'en arrivant, ce serait top. J'aurais réussi mon objectif. Alors, pour commencer, je voulais commencer avec un petit graphique et un petit chiffre assez parlant sur la sécurité en entreprise. Donc, c'est un graphique qui présente le nombre de salariés du régime général ayant perdu la vie au travail en France. On constate sur ce graphique qu'en 1956, on était à un nombre de morts supérieur à 2000 sur une année, qu'on a vu une baisse considérable entre les années 56 et 80-90, où là, ça a été une période avec beaucoup d'accidents industriels, beaucoup de mesures qui ont été mises en place, etc. Et depuis 1995 à peu près, au cours des années 90 jusqu'à aujourd'hui, on constate qu'on est arrivé sur un plateau et que les chiffres stagnent. Alors, on a une légère baisse, mais bon, ça stagne quand même pas mal. Et en fait, les entreprises, de manière générale, en France, arrivent à un seuil où on n'arrive plus vraiment à abaisser le nombre de morts au travail. C'est un graphique qui est intéressant parce qu'il me permet de poursuivre ma présentation en disant que le HSE, et j'insisterai vraiment là-dessus, c'est quelque chose qu'il faut faire évoluer et qu'il faut pas rester accroché complètement à la théorie. Il faut savoir l'adapter en fonction des organisations dans lesquelles on se trouve et en fonction de l'évolution de la société extérieure aussi. J'ajouterai juste sur le graphique que là, c'est le graphique France. La France n'est pas un... Enfin, c'est pareil dans tous les pays, hein, c'est pas une exception. Alors, en sommaire, je vous propose dans une première partie qu'on identifie les enjeux
pour une industrie qu'il y a autour du HSE et dans une seconde partie, voir un petit peu les fondamentaux pour maîtriser ces enjeux HSE. Donc, j'ai choisi 4 axes, culture, sécurité et conscience du risque, identification et analyse des risques, compétences individuelles et collectives et reporting et communication. Ces 4 axes qu'on retrouve dans la plupart des entreprises actuellement, mais qui, vous allez voir, il faut manier avec vigilance. Donc, première partie, management HSE, quels enjeux pour l'industrie? Il y a des normes ISO qui standardisent un petit peu la qualité, la sécurité, l'environnement, le management de tous ces aspects-là. Et c'est dans ces normes qu'est apparue la notion de parties intéressées internes et externes et la notion d'enjeu. Et de manière standardisée, ces normes demandent aux entreprises d'identifier leurs enjeux après avoir identifié les parties intéressées. Et donc, c'est le cheminement que je vous propose là dans cette conférence pour identifier nos enjeux. Les parties intéressées, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des personnes ou des organismes qui peuvent affecter ou être affectés par les activités d'une organisation, donc d'une entreprise en soi. En général, elles sont propres à l'organisation dans laquelle on se trouve. Donc là, ce que je mets à l'écran, ce ne sera pas forcément réel et en tout cas pas complet pour toutes les entreprises. Il ne faut pas faire un copier-coller en fonction des entreprises. Mais en gros, on va dire qu'on est à peu près dans ce schéma-là. Sur les parties intéressées internes, on va effectivement avoir toute la partie des dirigeants, les syndicats, les actionnaires et bien sûr les salariés. Et sur la partie intéressée externe, donc on se parle bien des parties intéressées en lien avec le HSE, évidemment. Les pouvoirs publics, donc qui effectivement vérifient que les organisations respectent la réglementation, payent bien leurs impôts, etc. On va avoir les organismes de contrôle qui s'assurent également du respect de la réglementation, donc par exemple les directs pour l'inspection du travail, les DREAL pour l'inspection de l'environnement. On va avoir les clients, on va avoir les concurrents et la filière industrielle dans laquelle on se trouve. On va avoir les ONG, beaucoup de plus en plus sur les problématiques environnementales, notamment toutes les entreprises sont scrutées par les ONG. On va avoir les riverains aux alentours des usines. On va avoir les potentiels futurs salariés. Et on va avoir les assurances à qui les entreprises payent des cotisations pour pouvoir financer les suites qu'il pourrait y avoir en cas de sinistre, de feu, d'explosion, etc. Ça, ce sont toutes les parties intéressées. Et pour définir les enjeux liés au management du HSE, à partir du moment où on a identifié les parties intéressées, c'est très simple, puisqu'il suffit de les reprendre une par une et en fait de se demander quel est l'impact pour cette partie intéressée-là, si mon management du HSE fonctionne correctement et si mon management du HSE ne fonctionne pas correctement. Par exemple, si je prends les salariés, si ma gestion de la sécurité ne fonctionne pas correctement, mon salarié il va se blesser, donc il va pas être content, donc potentiellement il va parler de l'entreprise à l'extérieur de manière négative, il va certainement être moins productif au travail parce que il va être en arrêt de travail, il va être blessé, etc. Donc voilà, il y a des enjeux à la fois en termes d'image de marque, en termes de productivité, etc. Pour les dirigeants, ça va être, par exemple, des enjeux juridiques, puisque si le HSE est mal géré, il peut y avoir une responsabilité qui est engagée pour le dirigeant. Il va aussi y avoir effectivement des enjeux économiques, puisque on peut perdre de l'argent. Chaque fois qu'on a un arrêt de travail, ça coûte de l'argent à la société, etc., etc. Vous avez compris, je ne vais pas le faire pour chacune des parties intéressées, mais c'est ça le raisonnement à peu près à avoir qui nous permet d'identifier nos enjeux. Donc là, c'est pareil, je ne dis pas qu'ils sont exhaustifs, ce sont les enjeux principaux du HSE. Donc des enjeux économiques, des enjeux de productivité, des enjeux juridiques, des enjeux sur l'image de la société et des enjeux sur la satisfaction des salariés. Ça, c'est les enjeux qui vont être directement liés au fonctionnement, au bon ou au mauvais fonctionnement de mon management HSE. Ce qui est intéressant de voir là-dedans, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces enjeux-là, ils ne fonctionnent pas tout seuls. C'est-à-dire qu'ils sont tous liés les uns aux autres. Et là, j'ai fait volontairement une slide qui part dans tous les sens pour montrer que, en fait, tout s'imbrique et que finalement, chaque fois qu'on va agir sur notre système de management HSE,
on va agir sur ces enjeux-là. Donc, on va faire varier l'économie, on va faire varier la productivité, on va avoir des impacts juridiques positifs ou négatifs, on va avoir des retombées en termes d'image de société, etc., etc. Pourquoi on parle d'enjeux et pourquoi c'est important de comprendre bien ça? Eh bien, parce que c'est ce qui va permettre après à nous, équipe HSE sur le terrain, d'aller pouvoir communiquer auprès de nos dirigeants, auprès de nos compagnons dans les usines, auprès de nos RH, auprès de n'importe quelle personne de l'organisation. On va pouvoir aller communiquer et on va pouvoir aller expliquer pourquoi on fait du HSE et pourquoi les priorités et les problématiques HSE doivent être prises en compte au même titre que d'autres priorités. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important sur le terrain. Alors, on a vu qu'il y avait des enjeux. Maintenant, on va voir comment maîtriser ces enjeux HSE de la meilleure façon possible. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai pris 4 piliers principaux que je vais essayer de détailler et je vais essayer d'expliquer et de vous montrer qu'il faut les manier avec beaucoup de prudence. Alors, volontairement, j'ai mis une image, vous voyez, de puzzle, parce que chacun des outils qui va composer le management HSE doit s'imbriquer chacun doit s'imbriquer les uns avec les autres, d'accord? Et vous voyez que ce puzzle, il n'est pas terminé, qu'il reste de la place parce que, évidemment, ces 4 points-là ne sont pas exhaustifs et encore une fois, ils devront être adaptés en fonction de l'organisation dans laquelle on se trouve et en fonction des enjeux, justement, qui auront été identifiés avant. Donc, les 4 piliers qui sont là, c'est en général 4 piliers qu'on retrouve dans à peu près toutes les entreprises sur le management HSE, mais qui peuvent être utilisés de façon différente et avec des objectifs différents. Donc le premier, la culture de sécurité et la conscience du risque. Culture de sécurité, c'est certainement une expression dont vous entendez de plus en plus parler. Alors, je parle de culture sécurité, culture HSE un peu indifféremment, hein, vous m'en voulez pas. On a compris, c'est sécurité au sens sécurité des personnes et au sens sécurité de l'environnement. La culture de sécurité, c'est une expression qui est née en 1986 à la suite d'un célèbre accident malheureusement industriel qui est l'explosion de la navette spatiale Challenger. Donc, la navette spatiale Challenger, navette américaine de la NASA, qui a explosé 73 secondes après son décollage. C'est quand même pas de bol pour une opération qui était prévue depuis, vous imaginez le travail que ça représente. 73 secondes après le décollage, bim, explosion, 7 morts, les 7 membres d'équipage sont morts. Et il y a eu une analyse de cause. Donc on se remet dans le contexte, on est en 1986, hein, donc on n'est pas exactement dans le même contexte qu'aujourd'hui. L'analyse de cause a montré évidemment des causes techniques, une défaillance d'un joint qui aurait causé l'incendie, et l'incendie qui se serait propagé vers une cuve d'hydrogène, causant l'explosion et donc la désolidarisation des différents éléments de la navette. Plus, il y a eu, au cours de l'analyse de cause, un certain nombre de causes organisationnelles qui ont été pointées du doigt. Des causes organisationnelles au niveau de la NASA, puisqu'il a été pointé du doigt, alors je vous le fais très simplement, mais si vous voulez, si ça vous intéresse, vous avez des tonnes d'articles sur Internet. Il a été pointé du doigt concrètement que la NASA ne donnait pas forcément suffisamment encore d'importance aux problématiques de sécurité et n'avait pas forcément toutes les bonnes réactions en termes de maîtrise du process et de maîtrise des opérations industrielles. Quelques mois plus tard, quasiment jour pour jour, 26 avril 86, Tchernobyl. Donc, Tchernobyl, pareil, on est toujours en 86, le contexte est encore différent. En plus, on est en plein là dans un contexte politique qui est différent sous l'ancienne URSS, la République socialiste soviétique. On est dans une journée, c'est une journée où il y a un test qui est effectué au niveau du réacteur numéro 4, donc un fonctionnement, on va dire, anormal. On n'est pas sur un fonctionnement normal, hein, puisqu'on va pousser le réacteur un peu dans ses retranchements pour faire un test de fonctionnement. Et là, pareil, pour diverses raisons, il y a une augmentation incontrôlée de la puissance du réacteur, une fusion au cœur,
les systèmes de refroidissement qui sont dans l'incapacité du coup de refroidir suffisamment, explosion du réacteur numéro 4, libération de radionucléides et donc contamination de tout l'environnement et de toutes les personnes dans les alentours. Donc 3 mois entre ces 2 accidents industriels qui ont quand même marqué l'histoire, et 2 grandes similitudes au niveau de l'analyse des causes, c'est-à-dire que pour la première fois sur ces 2 accidents industriels, on a pointé des causes organisationnelles très importantes. Et donc, c'est à partir de ces 2 accidents qu'on a commencé à parler de culture de sécurité, puisqu'on s'est aperçu qu'il fallait favoriser une culture de sécurité dans les organisations. Alors, tout le monde connaît le terme culture pour parler de la culture d'un pays ou voilà. La culture sécurité, finalement, c'est la même chose. C'est l'ensemble des manières de faire et manières de penser qui doit être largement partagée par les différents acteurs d'une organisation à propos de la maîtrise des risques qui sont liés à ces activités, les risques liés aux activités. Donc, en fait, c'est que tout le monde, pour dire ça avec d'autres mots, c'est que tout le monde ait conscience des risques qui sont liés au fonctionnement de l'organisation dans laquelle on se trouve, que tout le monde les ait identifiés de la même façon, c'est-à-dire que les risques les plus importants soient identifiés comme tout le monde comme étant les risques les plus importants, et que chacun ait les mêmes façons de faire et de penser pour maîtriser ces risques-là et pour lutter, entre guillemets, contre ces risques-là. Avant ces deux accidents et avant qu'on parle vraiment de culture de sécurité, dans l'organisation, en fait, la culture organisationnelle, elle ressemblait à peu près à ça. Elle était fondée sur 3 piliers principaux qui étaient la rentabilité. Il fallait toujours avoir une production qui nous permette de gagner des sous, évidemment. De la productivité à fond, c'est directement lié, hein, et des relations sociales pas trop mauvaises pour qu'en fait on ait des salariés qui puissent produire et qui puissent permettre de gagner de l'argent. L'aspect sécurité est arrivé donc en 86, on l'a dit, mais est resté pendant pas mal de temps finalement, jusqu'à même aujourd'hui, hein, encore dans certaines entreprises, reste un peu en écart de la culture organisationnelle. L'idée, quand on parle de culture de sécurité et de conscience du risque, eh bien, c'est qu'en fait, on soit plus sur ce schéma-là, mais qu'on soit sur ce schéma-là. Donc, que la sécurité devienne au même titre que la productivité, la rentabilité, les relations sociales, deviennent au même titre un élément de la culture organisationnelle. Donc, c'est-à-dire que tout le monde la prenne en compte. Encore une fois, pas que les salariés, les dirigeants, les salariés, tout le monde, et qu'elle soit intégrée vraiment au fonctionnement de l'entreprise. Un élément très important pour faire bouger la culture de sécurité dans une organisation, c'est travailler sur la conscience du risque. Alors ça, au XXIe siècle, là, en 2021, clairement, on est en plein dedans, hein. Il y a encore plein d'entreprises qui n'ont pas de culture de sécurité suffisante. Et sur la conscience du risque, moi, en tout cas, chez Dassault Aviation et chez Bureau Veritas, dans toutes les sociétés où je suis passée, la conscience du risque, on peut travailler dessus toute la journée parce que c'est loin d'être acquis. J'ai mis cette photo-là qui est un peu exagérée, mais ça montre bien que là, à l'époque, clairement, ces messieurs n'avaient pas forcément une conscience du risque très développée et se sentaient très à l'aise en altitude. Alors, comment faire prendre conscience du risque aux personnes? Moi, je ne suis pas là pour donner une réponse. En tout cas, je suis là pour soulever des questions et j'aimerais prendre un exemple de la vie de tous les jours, un exemple sur la sécurité routière pour faire le parallèle. Il y a quelques années, si on prend l'époque on a quasiment tous le même âge, si on prend l'époque de nos grands-parents, ils montaient dans une voiture, jamais ils auraient mis une ceinture de sécurité. C'était complètement futile à l'époque. La sécurité routière a fait des tas de campagnes, a essayé de démontrer que c'était utile et qu'il y avait un risque à être dans une voiture sans porter sa ceinture de sécurité. Ça a été rabâché, ça a été expliqué, il y a eu des campagnes de communication, etc., etc. Aujourd'hui, on remarque que la plupart des gens, quand ils montent dans une voiture,
sans réfléchir, en réflexe, simplement en réflexe, on monte, on s'attache et on réfléchit même pas. Donc là, dans la culture des gens et dans l'esprit des gens, eh ben, on a intégré qu'il y avait un risque à ne pas porter de ceinture de sécurité et de manière quasi automatique, maintenant on rentre, bim, on met notre ceinture de sécurité. Deuxième aspect de la sécurité routière, le téléphone portable au volant. Le risque, il est quasi identique, d'accord, entre la ceinture et le téléphone, on peut dire que c'est quasi identique. Il y a aussi un risque qui est fort. Il y a des campagnes actuellement qui sont en cours, etc., mais actuellement, on voit toujours quand même tout un tas de gens qui utilisent leur téléphone au volant. Donc cet aspect-là, lui, il n'est pas encore vraiment intégré dans la culture des gens. On est dans la phase un peu intermédiaire où on a identifié qu'il y avait un risque. On essaye les spécialistes l'ont identifié, en tout cas, les associations de sécurité routière, etc. Et dans l'opinion du grand public, donc si je fais le parallèle avec une usine, là, on passe du HSE aux salariés, on est en train d'essayer d'intégrer dans la tête des gens, attention, prendre votre téléphone au volant, c'est dangereux. Et j'espère que d'ici, touchons du bois, d'ici quelques dizaines d'années, quelques années, tout court, eh bien, ça sera aussi devenu, ce sera intégré dans la tête des gens et on verra plus personne avec un téléphone au volant et ça paraîtra complètement archaïque, finalement, d'utiliser un téléphone au volant. Mais pour le moment, c'est quelque chose qui n'est pas encore vraiment intégré, c'est en cours. Je pense que cet exemple-là de sécurité routière, il est très bien. Et il faut le garder en tête pour quand vous serez dans votre entreprise et que vous aurez besoin de faire prendre conscience aux gens des risques. C'est très important de vraiment expliquer, faire comprendre que les mesures, elles ne sont pas mises pour embêter les gens, mais que vraiment, il y a un risque et que pour se protéger, il faut faire ça ou faire ça, prendre telle ou telle action, et que ça devienne une habitude, que ça devienne un automatisme. J'aimerais prendre un exemple. Qu'est-ce que j'ai mis derrière? Oui, avant de passer derrière, j'aimerais prendre un exemple plus du coup industriel. Chez Dassault Aviation, on a des cabines peinture, donc c'est des grandes pièces dans lesquelles on rentre l'avion en entier pour le peindre. C'est des cabines peinture, voilà, donc on fait de la peinture par sprayage, c'est des grands pistolets qui viennent peindre l'avion. Il se trouve que dans ces peintures, pour des propriétés anticorrosives, il y a des chromates à l'intérieur, du chrome 6. Le chrome 6, c'est une substance qui est extrêmement dangereuse. Elle est à la fois dangereuse pour l'environnement, mais aussi pour l'homme. Elle est cancérigène, elle est mutagène, elle est reprotoxique, elle est tout ce qu'on n'aime pas. On a mis en place des tas de mesures. Donc, on a des mesures collectives, des équipements de protection collective. Donc, déjà, cette cabine en fait partie puisqu'elle a des aspirations, des ventilations, etc. Évidemment, les peintres qui sont à l'intérieur de la cabine portent des tenues complètement hermétiques, des masques extrêmement forts, etc. Ils sont formés aux risques chimiques. Enfin voilà, il y a vraiment, on a le sentiment d'avoir fait tout ce qu'on pouvait sur ce sujet-là pour protéger nos salariés. Il y a 2 semaines, non, il y a plus de 2 semaines puisque c'était avant le confinement où j'avais encore le droit de me déplacer. Je vais faire un audit dans une usine. J'arrive au niveau de la cabine peinture et je vois l'un de nos peintres qui était en train de peindre sa peinture chromatée et qui avait eu la bonne idée de suspendre au porte-manteau de la cabine sa veste de tenue civile, c'est-à-dire sa veste avec laquelle il était venu bosser le matin et qu'il allait remettre le soir en partant. Bon, déjà, c'était une drôle d'idée parce que sa veste n'était plus noire mais blanche. Mais en plus, du coup, elle était badigeonnée de peinture qui contenait des chromates. Et quand j'ai expliqué au peintre qui ne pouvait pas repartir avec sa veste et qui ne pouvait pas la remettre sur lui, que c'était pas possible, que c'était beaucoup trop dangereux, en fait, ce monsieur m'a regardé complètement ébahi et il était extrêmement surpris que je lui dise ça. Et il m'a dit, mais pourquoi tu me dis ça? Et en fait, j'ai dû lui réexpliquer et lui faire prendre conscience que si il se trimballait avec du chromate sur lui, eh ben, il encourait vraiment des risques très importants et que s'il ramenait du chromate chez lui, bah, potentiellement, il exposait également ses enfants, etc., etc. Et ça a été un échange houleux qui a duré plusieurs minutes, de longues minutes, pour que finalement, ils comprennent. Quelque chose qui, pour moi, était évident
et où je visualise complètement le risque et où ça ne me viendrait même pas à l'idée d'aller mettre ma veste dans la cabine peinture, lui, ça lui semblait complètement anodin et il ne voyait pas où était le problème. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est bien sur la conscience du risque, c'est que lui, il n'avait pas forcément cette conscience du risque-là. Et pourtant, c'était un peintre professionnel qui avait été sensibilisé, qui devait porter ses EPI et qui les portait correctement en plus, qui était, enfin voilà, on pouvait penser que cette personne-là, elle était sensibilisée et pourtant non. Donc, j'apporte pas de solution à cette problématique-là, mais en tout cas, c'est un problème à soulever et c'est un des questionnements, je pense, à se poser qui sont intéressants sur savoir comment communiquer et faire prendre conscience aux gens de là où sont les risques. Alors, les critères d'une bonne culture de sécurité, il faut qu'elle soit déployable sur le long terme. Une culture de sécurité, ça se développe pas comme n'importe quelle culture. En fait, ça se développe pas en quelques mois. Ça dure des années et des années. On l'a dit, la ceinture de sécurité, ça a mis du temps. Le téléphone, ça mettra du temps. Voilà, il faut que ce soit déployable sur le long terme. Il faut que tout le monde partage la même vision des risques importants. C'est-à-dire que si moi je considère qu'un risque est fort et parce que l'organisation a décidé de le considérer comme tel, il faut que pour tout le monde, ce soit un risque fort. Il ne faut pas qu'il y en ait qui considèrent qu'en fait c'est minime et qu'on en fait trop autour de ce risque-là. Il faut que la culture, elle touche tous les niveaux. Il ne faut pas qu'on soit simplement il ne faut pas travailler en silo, simplement le HSE qui s'occupe des risques. Il faut que ça concerne tous les aspects techniques, le management, il faut que ça concerne tous les humains, il faut que ça concerne les mesures organisationnelles mises en place. Voilà, il faut que ce soit pris, il faut que la sécurité soit prise en compte, on va dire, à tous les niveaux de l'organisation et à chaque décision. Il faut qu'elle implique toutes les strates de la hiérarchie. C'est pas parce que le directeur, le grand PDG aura dit attention, là il faut faire ça, que ça va être instantanément déployé. Donc il faut faire comprendre aux gens, il faut impliquer tout le monde dans la mise en place de cette culture. Il faut qu'elle soit équilibrée. Donc ça, pareil, c'est vraiment un point sur lequel je pense que c'est intéressant de réfléchir. C'est qu'on ne peut pas arriver dans une entreprise et dire OK, on mise tout pour la sécurité, parce que forcément, les enjeux aussi d'une entreprise, il faut rester réel, c'est quand même toujours de produire et d'être rentable financièrement, etc. Donc, on ne peut pas mettre des mesures complètement disproportionnées en termes de sécurité si c'est derrière pour faire couler le business. Et il faut qu'elle soit évolutive. Il faut qu'elle soit évolutive pour pouvoir s'adapter aux problématiques que rencontre l'organisation, mais aussi pour s'adapter à l'évolution de la société, des enjeux, des réglementations, etc., etc. Encore une question à soulever. On voit de plus en plus en ce moment des entreprises qui arborent des slogans comme Safety First ou qui disent moi je veux 0 accident ou qui disent bah, c'est super, j'ai fait 156 jours sans accident. C'est très bien, c'est des entreprises qui prennent en compte la sécurité. La question qu'on peut se poser, c'est jusqu'où il faut aller. Déjà, est-ce que vraiment une organisation doit et peut positionner la sécurité en problématique number one? Encore une fois, je ne donne pas de réponse. Je pense que ça dépend des organisations, ça dépend des priorités, etc. Mais actuellement, il faut quand même avoir conscience que dans la majorité des entreprises, c'est pas l'idée de mettre la sécurité en number one. Hein. Ça peut être le cas de grosses entreprises. Il y a quand même beaucoup d'autres entreprises où c'est pas encore le cas. Il faut en avoir conscience. L'objectif du 0 accident, est-ce que c'est un objectif pertinent et surtout atteignable? Est-ce que finalement on peut dire, on espère avoir 0 événements indésirables, parce qu'on parle d'accidents, mais en fait c'est des événements indésirables. Est-ce que c'est pertinent? J'ai lu dans un livre un exemple que je pique pour vous donner. Avant un match de foot, un entraîneur il va dire je veux 0 but hors jeu. Bon, bah, pourtant à tous les matchs de foot il y a des buts hors jeu. Et finalement c'est ce qui fait le match de foot et c'est ce qui fait le sport. Et voilà. Et finalement, est-ce que c'est possible de vouloir un 0 accident et est-ce que c'est atteignable et est-ce qu'on risque pas de tomber dans un vice? On verra un peu plus tard les vices, mais est-ce qu'on risque pas de tomber dans un vice en donnant ce genre d'objectif à nos salariés?
156 jours sans accident, compter les jours sans accident, c'est bien. Est-ce que aussi, après, on ne tombe pas dans le vice de dire que les gens ils vont plus oser déclarer le moindre accident? Actuellement, nous, alors pas dans mon entreprise spécifiquement, mais on le voit bien dans les entreprises qu'il peut y avoir ce genre de problématique avec les risques psychosociaux, où il y a une telle culture anti-risques psychosociaux que maintenant, il y a des gens qui ne déclarent même plus leurs risques psychosociaux ou qui, même sur un accident physique, hein, vont se faire mal et ne vont pas le déclarer et vont se traîner un mal de dos pendant hyper longtemps et finalement, ça va finir en maladie professionnelle après. Et est-ce que c'est pas pire, finalement? Voilà. Autant de questions que je laisse sans réponse, mais autant de questions à se poser et à garder en tête quand on met en place un système de management HSE. Deuxième pilier intéressant et primordial, je pense, dans un système de management HSE, c'est l'identification et l'analyse des risques. Alors, ça, c'est une chasse aux risques. C'est juste pour montrer, on ne va pas faire la chasse aux risques, hein, c'est juste pour montrer que identifier les risques, c'est facile. On est dans une situation, n'importe quelle industrie, vous allez dans n'importe quel hangar, des risques, vous pouvez en identifier à l'appel. Voilà, il y en a partout. Des risques partout autour de nous. Il n'y a même pas besoin d'aller dans une industrie, hein. Vous êtes dans votre salon, des risques, il y en a partout. Il y a des risques électriques, il y a des risques d'incendie, il y a des fenêtres, donc on peut tomber de la fenêtre. Il y a des risques, il y en a partout. Ça peut être des risques plus ou moins réalistes, plus ou moins graves, plus ou moins probables. Mais en tout cas, il y en a de partout. Donc, les identifier, ce n'est pas très compliqué. Ce qui va être un peu plus compliqué, c'est la partie analyse du risque et plus précisément la partie où on dit on cote et on hiérarchise nos risques. Vous devez voir en cours qu'il y a une méthode assez simple pour coter les risques que tout le monde utilise, qui est une matrice de cotation gravité-probabilité. C'est-à-dire que je positionne sur une matrice mon risque en fonction de la gravité de gravité que ça peut avoir et de la probabilité d'occurrence que ça peut avoir. Et puis, je positionne donc mon risque et après, je dis tout ce qui tombe dans telle case, ce sera vert, donc ce sera faible. Tout ce qui tombe dans telle case, ce sera orange, ce sera moyen. Et tout ce qui tombe dans telle case, ce sera rouge. J'ai volontairement, là, moi, colorié la matrice avec un dégradé, puisque je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises cotations. En fait, vous pouvez très bien décider que, je ne sais pas si on voit ma souris, mais on peut très bien décider que cette case-là sera verte ou qu'elle sera rouge. On s'en fout, d'accord? Enfin, clairement, c'est pas ça qui ferait que vous aurez une bonne analyse HSE. Ce qui va faire que vous allez décider si cette case, elle est verte, rouge ou jaune, ça va être les objectifs que vous avez dans votre organisation. Ça va être le secteur d'activité dans lequel vous travaillez, parce que si vous travaillez dans du tertiaire ou si vous travaillez dans une industrie pétrochimique, eh ben, vous ne pourrez pas coter vos risques de la même façon. Ça va être le public concerné. Ça va être, voilà, ça va être tout un tas de choses. Et donc là, encore une fois, ce qu'il faut bien garder à l'idée, c'est qu'il n'y a pas une seule matrice de cotation et d'hierarchisation que vous allez pouvoir apprendre à l'école et appliquer partout dans vos entreprises. Non, ça c'est sûr que ce sera faux si vous faites ça, et pas efficace en tout cas. Il faut que la méthodologie, elle soit adaptée, donc adaptée à l'organisation dans laquelle on se trouve, adaptée au risque, et il faut surtout qu'elle soit adoptée, c'est-à-dire qu'elle ait été validée à la fois par votre management, par les hauts dirigeants, mais aussi qu'elle soit adoptée et comprise par les autres niveaux hiérarchiques et surtout par les opérationnels, puisque c'est eux qui sont quand même le plus exposés au risque. Donc voilà, le curseur du vert, jaune, rouge, ce n'est que de la com et il n'y a pas une seule bonne matrice. Vous allez donc mettre en rouge les risques que vous considérez comme inacceptables ou comme forts. Et là encore, c'est à l'organisation de définir ce que vous considérez comme fort. Est-ce que vous mettez votre curseur là ou là ou là? Il n'y a pas de bonne solution. C'est-à-dire que là encore, ça s'adapte et ça se déploie en fonction des enjeux et des priorités, des objectifs, etc. En général, on considère qu'en numéro 1, on agit sur les risques qui sont vraiment
inacceptables. Donc, ceux que l'on a définis comme étant inacceptables. En réalité, les risques, on pourrait dire qu'ils sont tous inacceptables. On va bosser, c'est pas pour revenir casser, quoi. Donc, les risques, ils sont tous inacceptables. Mais ceux que nous, on aura définis comme étant inacceptables dans notre organisation, c'est sur ceux-là qu'on devra agir en premier. Et ensuite, il y a plusieurs stratégies. Donc, cette pyramide-là, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle la pyramide de Bird. C'est une pyramide, en fait, qui consiste à montrer que pour un accident grave, alors grave, en général, on parle de très grave dans ce cas-là, pour un accident grave, on aura 600 incidents sans blessure ou des dommages apparents ou des presque accidents ou des situations à risque, appelez-les comme vous voulez, elles changent de nom selon les entreprises, mais c'est ça l'idée. Donc pour 600 situations graves ou petites blessures ou petits incidents, on va avoir un accident très grave, 30 accidents avec dommages matériels et 10 blessures mineures. Donc là, sur l'humain, mais sans trop de gravité. Donc, étape numéro 1, on agit sur ce que nous, on a considéré comme grave et comme inacceptable. Donc, on va dire notre haute pyramide en noir. Et ensuite, là, il y a plusieurs stratégies. Vous avez ceux qui se disent, moi, je traite par gravité, donc ensuite, je vais agir sur ma partie rouge, sur mes 10 blessures mineures. Et puis, vous avez une autre stratégie qui est de dire, plus je vais diminuer ma partie jaune, donc ma base de pyramide, plus je vais diminuer le reste. Si vous décidez ça, il faudra savoir justifier que vous acceptez, entre guillemets, en tout cas que vous laissez traîner dans le temps, les 10 rouges et les 30 oranges. Bon, voilà. Je ne vais pas plus loin exprès, cogiter sur les jaunes, rouges, oranges et les noirs. Mais dans l'idée, c'est ça. Alors, quand on dit agir sur le risque, là, on a dit qu'on agissait sur nos accidents graves et après, soit sur nos rouges, soit sur nos oranges, soit sur nos jaunes. Qu'est-ce qu'on veut dire par agir? Donc, ça veut dire mettre en place des mesures de prévention, protection. OK, je ne vais pas rentrer, je vais pas vous faire un cours sur les mesures de prévention, protection. Juste la différence entre prévention et protection, si ce n'est pas clair pour tout le monde. Prévention, c'est pour prévenir un événement indésirable. Donc, c'est toutes les barrières que vous allez mettre avant la survenue de votre événement. Les mesures de protection, c'est ce que vous allez mettre après. L'événement sera arrivé, sera avéré, mais par contre, vous allez mettre des mesures pour diminuer les conséquences et la gravité des conséquences. Donc, les mesures que vous mettez en place, les mesures de prévention, là, on va se concentrer sur l'amont de l'accident. Il faut toujours penser qu'elles doivent être de 3 ordres, techniques, organisationnels et humains, d'accord? Puisque on sait maintenant, depuis 86 justement, on a développé ces connaissances-là, mais on sait bien maintenant que tous les accidents ne sont pas issus que d'une seule cause, mais de causes multiples et de causes qui sont à la fois techniques, organisationnelles et humaines. Vous pourrez mettre des tas de mesures de prévention. Vous arriverez à consolider quasiment au maximum les causes techniques, les causes organisationnelles, surtout dans des industries très sûres. Bon, moi, je connais bien l'industrie aéronautique, donc je vais parler de ça. Dans l'industrie aéronautique, on a quasiment, on supprime quasiment à 100% les causes techniques. Il y en a toujours. On a dit, je l'ai dit tout à l'heure, c'est utopique d'espérer d'avoir 0 accident. Mais quoi qu'il en soit, quand on voit le nombre d'avions qui tombent, c'est quand même qu'on arrive à éviter un certain nombre d'accidents. Donc les causes techniques, on arrive à les consolider, à les supprimer. Les causes organisationnelles aussi. Les causes humaines, on aura beau mettre tout ce qu'on veut en place, il ne faudra jamais considérer que cette barrière-là, elle est fixe. Toutes nos mesures qu'on met en place, elles ont un seul but, c'est essayer de, vous voyez là, la ligne en pointillé, c'est essayer de diminuer l'espacement entre les points, en fait. C'est diminuer la probabilité d'apparition d'un accident. Mais encore une fois, là, la question se pose de savoir est-ce que c'est pertinent de demander 0 accident à partir du moment où on travaille avec des humains dans la boucle. C'est quand même problématique. Vous regardez tous les accidents d'industrie très sûre, tous les accidents aéronautiques, tous les accidents, on va continuer à parler de l'aéronautique, mais sur un accident aéronautique, vous avez toujours une cause initiale qui est une cause technique, une cause complémentaire qui est une cause organisationnelle, et à la fin, dans les médias, vous entendrez toujours, c'est la faute du pilote, parce qu'il n'a pas fait ça.
évidemment, parce que le pilote, c'était la dernière barrière, sauf que si cette barrière-là n'étant pas aussi fiable et ne pouvant pas être aussi fiable que les autres, il reste toujours cet enjeu humain. Ça, c'est aussi, je pense, quelque chose de fondamental à garder en tête quand on fait de la prévention. C'est quelque chose de fondamental à garder en tête. Alors, l'un des moyens de resserrer justement l'espacement entre nos pointillés noirs, là, c'est de jouer sur les compétences individuelles et aussi sur les compétences collectives. Une petite image que vous connaissez en tant qu'étudiant. Est-ce que, en voyant cette image-là, est-ce qu'on peut considérer, est-ce que le prof peut considérer qu'à la fin de ces 4 heures de cours, tous les élèves de cet amphi auront acquis les compétences individuelles attendues? Je pense que la réponse est non, clairement, puisque vous qui suivez, c'est bien, ça tombe la bonne année, vous qui suivez tous vos cours en visio cette année, vous devez savoir mieux que moi que sur les, 40 élèves de la promo, allez, il y en a peut-être, si je suis très optimiste, 10 qui écoutent vraiment avec une attention à 100% pendant les 2 heures de cours, 30, 20 qui vont écouter un petit peu, et puis vous aurez le reste qui se connecte juste pour dire qu'il est connecté, mais qui à la fin n'a rien écouté. Bon, j'exagère, hein. Mais en gros, c'est ça. L'idée, c'est que le message là, c'est que quand on forme des gens, il faut faire une formation qui soit pertinente et qui nous permette vraiment d'être certains qu'à la fin, les gens ont acquis une compétence et ont surtout que cette compétence, elle va durer. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se souvenir de ce qu'on leur raconte pendant 1 heure et qu'au bout d'1 heure, ils auront tout oublié. Typiquement, là, ce qu'on est en train de faire à l'instant présent, où moi je suis derrière mon ordi sans caméra, que vous ne pouvez pas parler, que je parle toute seule pendant 45 minutes, je ne considérerai pas à la fin des 45 minutes que vous ayez retenu tout ce que je suis en train de vous dire. Et c'est impossible en fait pour nous de retenir tout ce qu'on est en train de dire. Donc, tout ce qu'on fait là en formation, on va dire, d'étudiants, etc., je pense que c'est certainement pas ce qu'il faut faire pour former des gens dans l'industrie et pour espérer pouvoir resserrer nos petits pointillés pour la barrière humaine. Pour former efficacement, quelques règles de base qu'il faut garder en tête. Donc, adapter sa formation au public visé, c'est-à-dire que les thématiques de formation soient pertinentes, etc. Proposer un contenu pratique, que ce soit pas seulement de l'écoute, mais que ce soit aussi des mises en situation, je sais pas, un tour terrain, j'en sais rien, ça peut être plein de manières différentes. Impliquer le public, c'est-à-dire que ce soit pas justement comme ce que je suis en train de faire là, à parler toute seule et que les autres écoutent, mais que vraiment tout le monde soit impliqué dans la formation. Échanger et être à l'écoute, ça c'est hyper important parce que il y a une différence fondamentale entre ce que peut penser le formateur, ce que connaît le formateur et puis ce que vont pouvoir apporter les gens du terrain. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle en entreprise la différence entre le travail prescrit et le travail réel. Il y a toujours des contraintes sur le terrain dont on n'a pas forcément la visibilité en tant que HSE et du coup, il faut être extrêmement prudent, extrêmement attentif à ce qui peut nous être remonté des gens du terrain qui ont l'expertise. Vérifier l'acquisition des compétences. Alors, ça, on le fait en faisant en général un petit test, un petit débrief à la fin, des petites questions, voilà. Bon, les petites questions de la fin, en général, si les gens ont à peu près écouté, c'est toujours bien réussi. Ce qui est important, c'est de vérifier l'acquisition des compétences sur le long terme. C'est-à-dire que, il faut, après, tout au long, des phases de travail, s'assurer que, les automatismes de sécurité, rappelez-vous, dont on parlait au niveau de la culture de sécurité, là, qu'on est censé avoir pris avec la culture de sécurité, que ces automatismes-là, ils soient bien justement devenus des automatismes et qu'ils soient bien pratiqués au quotidien par les opérateurs et que du coup, on ait acquéri une compétence. Et utiliser le retour d'expérience, ça c'est super important. Étant donné que c'est difficile d'avoir du zéro accident et qu'on a quand même des fois des événements qui surviennent qu'on n'aurait pas souhaité, il faut toujours revenir sur ces accidents, faire des analyses de cause et communiquer et former à partir de ces accidents.
c'est arrivé, il s'est passé ça, mais qu'est-ce qu'on va faire pour pas que ça se reproduise? Alors, exemple. Des exemples que j'ai vus, en entreprise. Alors, déjà des formations, vous savez dans le code du travail, enfin il y a des formations qui sont réglementaires, qui doivent être, dispensées à des personnes et j'ai déjà vu en entreprise qu'on forme, pendant 2 heures aux risques chimiques, une personne qui travaille toute la journée dans un bureau. Bon, c'est super, ça permet de cocher la case que vous avez fait une formation risque chimique. Ceci dit, la personne, vous lui faites perdre 2 heures, le formateur, vous lui faites perdre 2 heures, à part pour sa culture générale, si c'est quelqu'un d'ouvert, sinon, elle va vite vous envoyer balader et ce ne sera pas du tout pertinent. La validation des acquis, bon, c'est ce que je vous disais, c'est pas parce que quelqu'un s'est coché 3 cases, à la fin qu'il a retenu en mémoire immédiate qu'après ça va être vraiment validé. Donc il faut vraiment s'intéresser à savoir si les gens ont intégré, les informations et ont bien acquis les connaissances. Deuxième exemple un peu plus intéressant, toujours dans l'aéronautique. Dans le milieu aéronautique, quand il y a un accident, et je vais prendre l'exemple du Rio-Paris, le vol Rio-Paris. Donc, bon, je ne sais pas si ça vous parle, mais un vol Air France qui s'était crashé en revenant de Rio dans le fameux poteau noir, donc une zone un peu dangereuse au début de la traversée de l'océan Atlantique, et où pendant toute la chute de l'avion jusqu'à l'impact sur l'eau, les pilotes n'ont pas compris ce qui se passait et ont jamais identifié qu'ils étaient en décrochage, c'est-à-dire ils n'ont jamais identifié qu'ils étaient en train de tomber. Et du coup, la manip qu'ils ont fait, ils ont tiré les manettes au lieu de les pousser. Enfin, clairement, en fait, ils ont oublié qu'ils devaient reprendre de la vitesse. En fait, quand un avion tombe, si on pique et donc on pique tout droit vers le sol pour reprendre de la vitesse, ça nous permet ensuite de faire remonter l'avion. Là, étant donné que les pilotes, ils n'ont jamais identifié qu'ils tombaient, ils ont fait la mauvaise manip, ils ont poussé les manettes dans le sens inverse, donc ils ont accéléré leur chute vers l'océan. Ça, c'est quelque chose qui, jusqu'au Rio-Paris, n'était pas forcément abordé hyper en détail dans les entraînements de vol des pilotes. Après cet accident, c'est devenu un entraînement standardisé au simulateur, c'est-à-dire que pour avoir la validation de leurs expériences, ce sont des exercices que maintenant ils font en boucle et des scénarios qui répètent pour que ça devienne un automatisme et que en situation de stress et en situation anormale, le cerveau en fait passe en mode réactif, qui est même plus enfin, c'est volontairement un peu exagéré, mais qui est presque plus de réaction et que ça devienne de réflexion, pardon, et que ça devienne vraiment une réaction brute, quoi. Et donc voilà, ça passe par un cycle de répétition d'entraînement en simulateur issu d'un accident. Donc, il ne faut pas avoir la prétention tout de suite de dire on maîtrise à fond la sécurité sur tout, mais malheureusement, chaque accident permet aussi de faire évoluer la sécurité. Et j'avais un super prof à l'ESEP, qui je pense n'y est plus, qui nous disait toujours, n'oubliez jamais, derrière chaque ligne du code du travail, il y a un mort. C'est presque ça. Alors, pour former les gens en usine, bon, le cas des pilotes et des simulateurs, c'est un peu particulier, c'est parce qu'on rencontre tout le temps. Mais pour former les gens, il y a plein de moyens. Il y a la formation traditionnelle, on va dire, qu'on fait avec les formations réglementaires qui sont imposées par le Code du travail. On va le faire de manière un peu traditionnelle, on va discuter avec les gens dans une salle, etc. Mais après, il y a plein d'autres biais de formation, ce qu'on appelle les flash sécurité, les flash 5, les quarts d'heure sécurité. C'est pas forcément dispensé par un HSE, ça peut être dispensé par des gens de la prod. Et on fait un focus, voilà, pendant 5 minutes, on réunit l'équipe et on se parle sécurité pendant 10 minutes au milieu des sujets prod, et bah hop, on intègre un sujet sécurité. Et ça, c'est important de aussi, on parlait tout à l'heure que la composante sécurité prend part au milieu de la culture organisationnelle, mais ça, c'est hyper important d'intégrer les points sécurité au milieu des points production, au milieu des points qualité, au milieu des points
autres, pour montrer que la sécurité, elle a sa place au même titre que les autres composantes de l'organisation. Et la formation informelle, évidemment, hein, c'est un peu, vous avez tous déjà entendu qu'on échange autant d'infos à la machine à café, enfin on échange plus d'infos à la machine à café que finalement derrière notre PC. Bah, c'est pareil pour la formation. En fait, la formation informelle, elle passe tout aussi bien que la formation formelle. 4e pilier, quelle heure est-il? J'ai tenu là, ouais. Le reporting et la communication. Alors, on va commencer avec un... Bon, j'ai mis ça, c'est une petite pointe d'humour, mais en même temps, c'est très vrai. Une petite citation. Alors, il y a 3 sortes de mensonges, les gros mensonges et les statistiques. Bon, ça, vous voyez bien ce qu'il y a derrière, c'est qu'en fait, on peut faire dire tout ce qu'on veut aux chiffres, mais pas toujours la vérité. Donc, il faut vraiment se méfier des chiffres et il faut manier les indicateurs. Les indicateurs, c'est quelque chose, comme les 4 piliers qu'on décrit depuis tout à l'heure, c'est quelque chose que vous allez retrouver dans toutes les entreprises, mais à manier avec beaucoup, là aussi, de vigilance pour pas que ça devienne des mensonges. Et sur l'image, tous les indicateurs sont dans le vert. Les gens, les dirigeants là, assis au bureau ont l'air très contents que tous les indicateurs soient dans le vert, mais ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire de dire que tous les indicateurs sont dans le vert, pareil que tout à l'heure, où est-ce qu'on met le curseur du vert, du orange, du rouge? Ça ne veut rien dire. Et puis, autre chose à signaler sur cette image, la taille de la feuille de la personne. Le risque du reporting, c'est de tomber dans un système où on a trop d'indicateurs et on passe trop de temps à les entretenir et finalement ces indicateurs ne servent à rien et on s'y perd plus qu'autre chose et on perd un peu en productivité, en efficacité. Donc ça, voilà, c'était 2 petites pointes d'ironie, mais qui reflètent assez bien la réalité des entreprises. Un exemple. Évidemment, c'est un exemple fictif, les chiffres sont complètement faux, je précise. Ça ne vient pas de chez nous. Si vous avez en 2020, dans une entreprise qui produit des avions, vous avez 125 avions produits au cours de l'année et vous recensez 26 accidents du travail avec arrêt. En 2021, vous avez 234 avions qui sont produits et vous recensez 37 accidents du travail avec arrêt. Vous devez faire un reporting à votre PDG. Vous avez 2 possibilités de lui présenter la même situation et ces deux cas sont vrais. Dans un cas, vous pouvez dire on a constaté une augmentation de 42% du nombre d'accidents du travail avec arrêt entre 2020 et 2021. Dans l'autre cas, vous pouvez dire on a constaté une baisse de 5% du nombre d'accidents du travail avec arrêt par nombre d'avions produits. Vous avez fait un indicateur qui est juste, qui est vrai, vous reflétez exactement la réalité, sauf que le message que vous allez passer à votre chef, il ne va pas être exactement le même. Et dans un cas, vous allez être applaudi, dans l'autre cas, vous allez vous faire engueuler. Donc voilà, c'est un bel exemple pour montrer, mais il y en a des tonnes, hein, dans les indicateurs, vous pouvez toujours mettre les indicateurs en rouge, en vert, en orange, vous pouvez les mettre de la couleur que vous voulez, puisque de toute façon, vous faites ce que vous voulez avec les chiffres et vous les présentez de la manière dont vous voulez. Donc, il faut manier les indicateurs avec beaucoup de prudence et en essayant de rester, de transmettre une donnée qui est utile pour l'organisation et qui reflète vraiment la réalité. Voilà, c'est un exemple, là encore une fois, ça peut soulever des questions auxquelles je ne peux pas forcément répondre, mais il faut se méfier des indicateurs. Des indicateurs qu'on rencontre souvent dans le milieu du HSE. Le nombre de formations dispensées sur le risque chimique. Et je suis désolée, je parle beaucoup de risque chimique parce que c'est un peu mon sujet chez Dassault Aviation et donc c'est ce que je connais. Quand on suit, en fait, on peut avoir le nombre de formations dispensées sur n'importe quel thème. C'est un indicateur qu'on retrouve souvent dans les industries. Qu'est-ce qu'on attend de cet indicateur-là? Est-ce qu'on doit attendre une corrélation directe entre le nombre de formations et le nombre d'accidents? Est-ce que parce qu'on a dispensé, je ne sais pas, est-ce que parce que 80% du personnel a reçu sa formation risque chimique, est-ce que derrière, je dois attendre que mes accidents liés au risque chimique diminuent de moitié, diminuent d'un tiers, diminuent d'un quart, qu'il n'y en ait plus? On ne sait pas trop. Mais ça, c'est un indicateur qui est souvent utilisé. On ne sait pas à quoi il sert, mais il est souvent utilisé.
On a aussi un indicateur qui est le nombre de situations à risque remontées. Donc ça, souvenez-vous, dans la pyramide que je vous montrais tout à l'heure, les situations à risque, on était dans la partie jaune. En fait, c'est toutes les situations potentielles qui sont détectées par des membres de l'entreprise et qui pourraient éventuellement causer un accident et qui sont remontées du coup aux équipes HSE. Qu'est-ce qu'on fait de cet indicateur-là, le nombre de situations à risque? S'il est en hausse, est-ce qu'on considère que la sécurité du site part complètement à la dérive parce que du coup, il y a de plus en plus de situations qui potentiellement pourraient causer un accident? Ou au contraire, est-ce qu'on considère que la culture de sécurité est vachement bien dans cette entreprise parce que justement, les gens, maintenant, ils savent identifier tout seuls les situations à risque, ils nous permettent d'en remonter plein et donc du coup, on peut en traiter plein et en supprimer plein. Dans un cas, pardon, dans un cas, vous êtes content, dans l'autre cas, vous n'êtes pas trop content. Les pièges du reporting, donc, passer plus de temps à maintenir des indicateurs et à reporter qu'à agir. Donc ça, c'est un peu le vice des managers parfois qui se doivent d'avoir des indicateurs sur ce que font leur équipe, sur les résultats obtenus, etc. Mais qui, du coup, ça prend un temps fou d'entretenir ces indicateurs. Et on passe parfois plus de temps à faire du reporting qu'à agir sur des actions concrètes. Mais ça, c'est la réalité du terrain de tous les jours. Un autre piège aussi, c'est d'avoir trop d'indicateurs et des indicateurs qui ne servent à rien. Voilà, le nombre de formations, est-ce que vraiment c'est pertinent d'avoir ce genre d'indicateurs? Ne pas savoir interpréter les indicateurs. Donc, avec les exemples que je vous ai montrés avant, hein, OK, on a des indicateurs, mais du coup, qu'est-ce qu'on conclut? Et de faire passer les mauvais messages aux mauvaises personnes. C'était le premier exemple là avec nos histoires de taux de baisse ou d'augmentation de nombre d'accidents du travail. Quel est le message du coup en exposant une situation comme ça? Quel est le message qu'on fait passer à notre directeur et est-ce que c'est vraiment le bon message? Quelques impératifs pour un bon reporting, eh bien d'avoir un nombre d'indicateurs limité et que ce soit des indicateurs pertinents. Là aussi, il n'y a pas une liste de bons indicateurs, d'accord? Les indicateurs, ils vont être choisis, définis en fonction de l'organisation, en fonction des objectifs, en fonction de plein de choses. Mais d'une entreprise à une autre, c'est tout à fait normal qu'on ne retrouve pas les mêmes indicateurs. Des indicateurs qui doivent permettre l'évaluation du système de management HSE et ça, j'insiste vraiment. En fait, un indicateur, ça doit pas, c'est comme un audit. Un indicateur et un audit, ça doit pas permettre à la fin de donner la conclusion: «Oh là là, nos salariés, ils sont nuls, ils font n'importe quoi». Non, on n'est pas en train d'évaluer des personnes, mais on est bien en train d'évaluer le système de management HSE et si jamais, on a une hausse d'accidents du travail, c'est que c'est notre système de management qui n'est pas bon, mais c'est pas que notre personnel n'est pas bon. C'est qu'il y a un problème au niveau de la culture, c'est qu'il y a un problème au niveau de la conscience du risque, c'est qu'il y a un problème au niveau de la formation, donc des compétences, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'identification, c'est qu'il y a un problème au niveau de plein de choses, mais certainement pas au niveau des personnes. En tout cas, ce pas les cas les plus fréquents. Des indicateurs qui doivent permettre de répondre à une question. Il faut que ça soit utile, hein, finalement, donc il y a une question qu'on se pose, voilà, qui nous permet d'identifier un problème. Des indicateurs qui nous permettent d'agir, donc d'en tirer une conclusion et de savoir quelle conclusion on va en tirer pour savoir ce que derrière on va mettre en place. Des indicateurs qui soient utiles à tous. Il ne faut certainement pas avoir des indicateurs que vous allez présenter au PDG et des indicateurs que vous allez présenter aux salariés. Il faut avoir les mêmes indicateurs pour tout le monde que chacun va pouvoir interpréter en fonction des enjeux qui lui correspondent. Et enfin, il faut que ce soit des indicateurs faciles à maintenir pour ne pas y passer toutes ses journées et ne pas travailler à côté. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous dire. J'ai essayé de faire un tour assez complet des fondamentaux du management HSE, donc ces 4 piliers qu'on retrouve vraiment dans toutes les entreprises, là, pour le coup, et qui sont, je pense, indispensables au management HSE, mais qu'il faut manier avec beaucoup, beaucoup de prudence et qu'il faut adapter à son organisation et qu'il faut réévaluer en permanence en fonction des évolutions qu'on connaît. Donc j'espère qu'avec cette présentation, ça vous
ça vous interroge sur plein de sujets et vous posez des bonnes questions et peut-être que ça va vous permettre de vous faire votre propre idée de ce que doit être un bon système de management HSE et va vous permettre de développer votre propre système de management HSE et le système qui sera performant dans l'organisation dans laquelle vous vous trouverez. Je vous remercie. Avez-vous des questions? Un grand merci Floriane pour cette présentation très enrichissante et qui, j'espère, a répondu à de nombreuses problématiques et même questions chez nos participants. J'ai tout d'abord une question de Anaïs. Anaïs, si tu veux, je t'invite à prendre la parole directement. Bonjour, merci pour cette présentation. J'aurais aimé savoir quels indicateurs QHSE vous utilisez dans votre entreprise actuelle et éventuellement dans les autres entreprises que vous trouvez pertinentes. Alors, du coup, donc moi, je peux pouvoir te dire lesquels on utilise. Après, lesquels sont pertinents, encore une fois, je ne pourrais pas le dire parce que ça dépend vraiment des problématiques que l'on a et des situations dans lesquelles on se trouve. Donc, un indicateur qui va être très pertinent chez Dassault Aviation ne le sera peut-être pas du tout chez EDF. Voilà, enfin, c'est l'idée. Hein. Concrètement, ça dépend vraiment. Il y a peut-être un indicateur en HSE que je trouve pertinent dans toutes les entreprises, il n'y en a peut-être qu'un seul, c'est les taux de fréquence et taux de gravité. Pourquoi? Parce que, alors les taux de je ne sais pas si vous savez ce que c'est, donc les taux de fréquence, en gros, c'est un taux qui permet d'identifier la fréquence à laquelle surviennent des accidents dans l'entreprise, et les taux de gravité, ça permet d'évaluer est-ce que c'est des accidents qui sont très graves ou peu graves, pour faire simple. Et ça me paraît des indicateurs qui, pour le coup, peuvent être pertinents de partout, parce que ce sont des indicateurs très connus de toutes les filières industrielles qui permettent, qui sont quasiment pratiqués par toutes les entreprises actuellement en HSE et qui permettent d'avoir à toutes les entreprises un langage commun et qui permettent aussi de se situer par rapport à la filière industrielle dans laquelle on se trouve. Ça veut dire que si vous avez une entreprise où vous faites de l'informatique, donc, vous êtes à votre bureau, vous réparez des ordinateurs, vous développez des logiciels. Voilà, vous développez des logiciels à votre bureau, vous faites du tertiaire. Le taux de fréquence et le taux de gravité ne pourra pas être comparable avec une industrie pétrochimique. C'est normal que l'industrie c'est normal, je ne devrais pas dire ça, mais en tout cas ne pourra pas être comparé au taux de fréquence, taux de gravité d'une autre industrie. Donc ça, c'est intéressant parce que nous, par exemple, chez Dassault, on a un taux de fréquence, taux de gravité, et on a aussi le taux de fréquence et le taux de gravité de la filière aéronautique, de la filière industrielle aéronautique française. Et du coup, ça nous permet de nous situer et de nous comparer avec nos homologues et donc de comparer ce qui est comparable. Donc ça, on les a et ils me paraissent pertinents. Après, comme un autre indicateur pertinent, on peut avoir par exemple le nombre de maladies professionnelles reconnues. Ça peut être intéressant parce que, alors là encore, je parle que pour chez nous, hein, ça peut être intéressant parce qu'une fois qu'on a identifié par exemple toutes nos opérations, je sais pas, je vais prendre un exemple. Si vous avez un poste où vous avez beaucoup de manutention de charges lourdes et que vous remarquez que sur 20 ans, vous avez déclenché un taux très élevé de maladies professionnelles liées à un mal de dos ou à quelque chose comme ça, là, vous pourrez vous dire qu'il y a clairement un problème sur ces postes-là et qu'il faut agir très très vite sur les problèmes de manutention. Voilà, si chez nous dans l'aéronautique, par exemple, on peut avoir des expositions au rayonnement ionisant qui peuvent aussi déclencher des maladies professionnelles. Donc, ça peut être des bons indicateurs, en tout cas, pour savoir si les expositions répétées sont suffisamment maîtrisées ou pas. Après, ça va m'être difficile de vous donner d'autres indicateurs qui seraient pertinents partout, parce que les indicateurs ne sont pas pertinents partout. Est-ce que ça a pu répondre à ta réponse, Anaïs? Oui, très bien. Merci beaucoup de la réponse. Très bien, super. Est-ce que certaines personnes ont une question à poser à Floriane? Je t'en prie, Justine.
Je voulais savoir, par exemple, avec votre exemple sur les indicateurs que vous présentez à votre chef avec l'aviation, Oui. en disant il y en a, c'est positif et l'autre, c'est négatif. Mais pour vous, pour savoir si ce que vous faites, c'est bien ou pas, vous vous basez sur lequel? Comment savoir sur lequel se baser? Eh ben, ça dépend. En fait, les deux indicateurs sont justes. Enfin, je veux dire, dans aucun cas que je présente l'un ou l'autre, dans aucun cas je biaise la situation. Les indicateurs sont justes. Après, il faut réfléchir intelligemment. Est-ce que cet indicateur-là, du coup, est-ce que rapporter le nombre d'accidents du travail au nombre d'avions produits, est-ce que ça, c'est pertinent? Et la réponse à cette question-là, pour le coup, c'est peut-être que non. Ça, c'est encore une fois, ça, c'est un indicateur complètement fictif. Et pour le coup, celui-là, j'irai jamais le présenter à mon chef. Hein. Donc celui-là, c'est un que j'ai inventé là, juste pour montrer que les indicateurs, ça pouvait être complètement biaisé. Mais là, en l'occurrence, je pense que si on veut se concentrer sur un indicateur de production, on va se baser simplement à savoir qu'on est passé de 125 avions à 234 avions. Et peut-être qu'on mettra en relation sur la production à combien on a eu de dépenses en parallèle, sur une rentabilité économique ou quelque chose comme ça. Là, ce serait intéressant de rapprocher peut-être la productivité à la rentabilité. Voilà. Mais bon, là, on sort complètement du HSE. Côté HSE, moi, finalement, mes 26 accidents du travail qui aient été causés pour une production de 125 avions ou 234 avions, en soi, je m'en fiche un petit peu. Ce que je vois à la fin, c'est que dans un cas, j'ai eu 26 personnes qui sont reparties blessées, dans l'autre cas, j'en ai eu 37. Donc, peut-être que le plus pertinent dans ce cas-là, ce serait de ne pas du tout rapprocher ces deux données-là qui n'ont pas forcément d'intérêt à être rapprochées ensemble. Il ne faut pas dire qu'elles n'ont pas de lien, parce que ça peut aussi être lié derrière à une cause organisationnelle. Par exemple, on peut se dire que sur 234 avions, il y a eu une charge qui a été mise sur les gens et donc du coup, il y a eu un peu plus de blessés. Enfin bon, ça peut aussi être interprété comme ça. En fait, il y a plein de façons de l'interpréter, mais je pense que la vision HSE, c'est quand même de se limiter à dire il y a eu plus d'accidents, moins d'accidents. Alors là, je me suis arrêtée à accident de travail avec arrêt, mais ce qui est aussi plus pertinent peut-être, c'est d'affiner en voyant si vraiment c'est un accident avec une journée d'arrêt ou avec 3 mois d'arrêt, voir si c'est, enfin voilà, on peut affiner un peu en fonction de la gravité, etc. Mais voilà, je pense que cet indicateur de rapporter production accident du travail, pour moi, il n'est pas forcément pertinent et il ne sera surtout pas pertinent à présenter à un responsable, à un dirigeant en tout cas. Parce que les dirigeants actuellement, dans les entreprises actuelles, ils ont, leur objectif quand même premier, on l'a dit, ça reste, on a beau dire safety first, machin, ça reste quand même de produire. Quoi. Au bout d'un moment, il ne faut pas non plus se leurrer. C'est pas parce qu'on est HSE. Donc, je pense pas que ce soit forcément très pertinent de rapprocher l'un et l'autre. Ok, super, merci beaucoup. Je suis désolée si mes réponses sont un peu floues et ne répondent pas totalement aux questions, mais c'est aussi un peu l'enjeu de la présentation parce que ça te soulève tellement de questions que finalement, il y a plein de choses sur lesquelles actuellement on n'a pas vraiment des réponses fiables et ce qui explique aussi peut-être pourquoi depuis 30 ans, le nombre de morts ne diminue plus trop. Enfin, en fait, tout ça peut se raccrocher. C'est qu'il faut trouver la bonne combinaison et la bonne recette qui, dans notre organisation, va marcher. Et il n'y a pas forcément de recette miracle. Il y a plein d'ingrédients et il faut voir comment les assembler, quoi. Très bien, merci Floriane. J'espère que ça a pu répondre à la question de Justine. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question à poser? Personnellement, du coup, j'en avais une, si ça ne te dérange pas. C'est comment évaluer avec le plus de rigueur. Ah, pardon, j'ai vu qu'il y avait une question de Léa. Vas-y, Léa, je t'en prie. Ah oui, mais tu avais commencé, sinon il Ok, n'y a pas de souci. ça marche. Donc, ça serait de comment évaluer avec le plus de rigueur la gravité et la probabilité d'un risque, selon toi? Alors, la gravité, nous, ce qu'on fait, et ça, pour le coup, tout le monde fait à peu près pareil, c'est que tu regardes. Alors, attends, il faudrait que je prenne un exemple, ce serait plus simple. Pour un travail en hauteur, par exemple,
C'est un truc qu'on a beaucoup chez nous. Nos salariés doivent monter sur les voilures des avions. Les voilures, c'est les ailes. Sur les ailes des avions pour effectuer certaines opérations. Une aile de Rafale, c'est quand même haut. Et si on tombe d'une aile de Rafale, on peut déjà bien se faire mal. Donc, le risque chute de hauteur sur ce genre d'opération, tu peux tomber, tu peux ne pas te faire mal, tu peux t'égratigner. Tu peux tomber, tu peux te tordre une cheville. Tu peux tomber, tu peux te casser une jambe. Tu peux tomber, tu peux perdre connaissance et avoir des séquelles. Tu peux tomber, tu peux mourir. Voilà, concrètement, c'est à peu près le panel de conséquences qu'il peut y avoir. Tu vas considérer ta gravité là où elle est la plus grave, c'est-à-dire que potentiellement ton risque chute de hauteur dans ce cas-là, il peut t'amener jusqu'à la mort, donc il peut t'amener au cas, on ne peut pas faire plus grave. Hein. Par contre, tu vas modérer et rendre plus réaliste ton analyse sur la probabilité. Donc, tu vas essayer d'analyser au mieux quelle est la probabilité en tombant que tu te fasses rien et quelle est la probabilité en tombant que tu meurs. Si tu prends l'un ou l'autre, tu ne seras pas dans le vrai parce que tu seras à des extrêmes, tu ne seras pas vraiment dans le vrai. Donc, si tu te situes à peu près au milieu du panel de gravité que tu peux avoir, là, tu seras plus dans le vrai. Donc, en fait, il faut créer des scénarios d'accidents et de conséquences d'accidents qui soient à la fois les plus graves possibles, parce qu'il faut toujours considérer lequel est le plus grave, et qui soient à la fois réalistes par la probabilité d'occurrence. Là, je parle de chute de hauteur, je peux aller considérer jusqu'à la mort. C'est pas du tout déconnant d'aller considérer jusqu'à la mort. En revanche, sur une chute de plein pied, si je considère mon scénario qui va me mener jusqu'à la mort, bon là, pour le coup, c'est un peu excessif. Quand on tombe en chute de plein pied, c'est quand même pas la majorité des cas où on meurt, quoi. Et c'est un cas qui devient très peu probable. Donc, il faut essayer d'allier au mieux le cas le plus grave, parce qu'il faut prendre en compte le cas le plus grave, mais aussi le cas le plus grave réaliste et le modéré, le nuancé avec la probabilité de survenue. Et pour ça, excuse-moi, je complète. Pour ça, tu peux aussi, vu que tu dois refaire tes analyses de risque très fréquemment et les remettre à jour, etc., tu peux aussi te baser sur le retour d'expérience. C'est-à-dire que si tu vois que tu as eu en probabilité, bon, heureusement, on n'a pas des chutes de voilure tous les 4 matins, mais si tu vois qu'en probabilité sur l'histoire de l'entreprise, tu as eu des chutes et qu'elles t'ont toujours causé une jambe cassée ou une entorse, tu vas considérer que tu seras à peu près dans cette zone-là. En fait, encore une fois, il faut vraiment faire preuve de bon sens, de réalisme, et pas se dire qu'on va mettre. Alors, dans le cas des chutes de hauteur, effectivement, on peut complètement supprimer le risque en disant on attache la personne. Voilà, nous, c'est ce qu'on fait. Hein, toutes les personnes sont attachées à des points d'ancrage, baudrier, harnais, etc. Même si elles tombent dans le vide, il n'y a aucun risque. Mais il ne faut pas non plus, sur un autre risque, se dire qu'on va mettre ceinture, bretelles, harnais, etc., déployer des sommes en termes de mesures de prévention énormes qui ne seront pas du tout compatibles avec les autres enjeux de l'organisation, à savoir peut-être la production, le gain économique, etc. Je peux peut-être donner aussi un autre exemple là-dessus. On a une opération où le personnel doit rentrer dans la... Comment dire ? C'est pas le moteur, c'est une sorte de manche à air un peu qu'il y a sur l'avion. Bon, bref, en gros, c'est comme un conduit, un peu comme un serpent, où la personne doit se faufiler un petit peu pour rentrer là-bas dedans et pour aller trifouiller, poncer en fait et dérocher une zone de la carlingue de l'avion. C'est une opération qui est dangereuse pour plusieurs raisons, parce que déjà, c'est en hauteur,
parce qu'il y a une exposition potentielle à des produits chimiques, parce que quand il y a du dérochage, du dérochage c'est du ponçage, quand il y a du ponçage qui libère des poussières, etc., il peut y avoir un problème lié au risque chimique. En plus, c'est une position qui n'est pas du tout confortable parce que, comme je vous dis, c'est une sorte de manche à air, une sorte de tube en fait, donc la personne est obligée d'y aller un peu en se tordant, etc. C'est pas du tout pratique. C'est une opération qui dure très très peu de temps, mais qui expose à beaucoup de risques. Et on a essayé de mettre tout en œuvre le maximum. Donc, le risque chimique est maîtrisé par un port de masque, de gants, etc. Ça, on l'a maîtrisé. En revanche, sur la partie chute, on a une difficulté qui fait que si on est accroché au harnais au point d'ancrage, la personne n'a pas la possibilité de se mouvoir dans le tube correctement et d'aller jusqu'à la zone qu'il doit dérocher. Donc, en fait, on a un équipement de protection individuelle qui nous permet de supprimer le risque de chute, mais qui en même temps nous empêche d'aller faire notre opération de production. Donc là, tu vas devoir trouver un compromis. Donc, soit tu as une possibilité de changer le pays, ce qui en l'occurrence chez nous n'est pas possible. Soit tu tolères que pour cette opération-là, il ne soit pas accroché. Mais à ce moment-là, dans ton analyse de risque, là, du coup, ton risque, il va être tout de suite coté beaucoup plus fort, puisque la probabilité, tu n'auras pas de diminution de cotation du risque par les mesures de prévention que tu as mis, puisque tu as supprimé la mesure de prévention. Donc, ta probabilité de tomber et de te faire mal sera plus élevée que forcément si on avait pu laisser le harnais à la personne. Mais dans ce cas-là, il faut être juste et tu peux pas empêcher cette opération. Tu peux pas empêcher cette opération puisqu'elle est indispensable à la prod. Donc, on cherche tous les moyens pour diminuer au maximum, mais tout en restant dans le respect des opérations de production et en restant réaliste. Et à savoir que sur cette opération-là spécifiquement qui nous pose problème, dans l'histoire de la production, il n'y a jamais eu d'accident. Donc voilà, il faut aussi mettre tout ça en relation et analyser et coter correctement. Super, un grand merci pour ta réponse. Du coup, Léa, je t'en prie pour poser ta question. Oui, merci. J'avais deux petits points. Le premier, c'est que j'imagine que dans l'aéronautique, le facteur humain est assez important. Oui. Donc, tu as évoqué cette dernière barrière en fait lors des accidents. Mais l'humain est aussi capable de rattraper beaucoup d'erreurs s'il a une certaine marge d'action. Donc, c'est cet équilibre, comment il peut être travaillé en fait, comment ça peut être pris en compte. Alors ça, c'est super intéressant. Ta question est très, très intéressante et très, très compliquée aussi, mais très intéressante surtout. Alors, comment on peut répondre à ça ? Dans l'aéronautique, en effet, le facteur humain est très important parce que, évidemment, on n'est pas sur un avion, quoi qu'on en dise, c'est piloté. Alors oui, il y a des pilotes automatiques, oui, ça fait beaucoup de choses tout seul, etc., etc. Mais en cas de problème technique et de défaillance technique sur l'un des outils de navigation ou sur n'importe quel outil, la seule solution de rattraper, comme tu disais, ça reste l'humain. Ça reste le pilote et le copilote. C'est difficile de répondre à cette question. Dans la formation, en fait, ce qui est important, c'est que que le pilote il ait suffisamment de connaissances techniques de l'appareil, de la situation, qu'il comprenne la situation, qu'il sache comment la rétablir, etc. Mais ce qui est important dans le facteur humain et dans l'aspect d'accident, c'est la partie gestion de crise et en fait comment on va réagir dans une situation qui est anormale. Je reviens sur mon histoire du Rio-Paris, qui est un peu un cas d'école. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, cet avion-là, l'avion était en décrochage. Donc, ça veut dire qu'il était en train de tomber. Il tombait très vite. Vous imaginez que ça tombe très vite. À aucun moment, les pilotes, finalement, s'ils avaient identifié cette situation, ils auraient pu
Mais là, je dis ça avec du recul parce qu'on a analysé l'accident, parce qu'il a été analysé, étudié, etc. Je ne suis pas du tout en train de jeter la pierre aux pilotes, bien au contraire, puisque eux ne savaient pas ce qui se passait. Maintenant, on le sait, mais c'est très facile de dire maintenant que l'accident s'est passé. Mais eux ne le savaient pas, et s'ils avaient su ce qui s'était passé, il aurait juste fallu, entre guillemets, qu'ils plongent, qu'ils prennent de la vitesse et qu'ils se remettent et qu'ils remontent, en fait, et qu'ils se remettent en altitude, et l'avion ne serait pas tombé. Ça, on le sait parce que maintenant qu'on a analysé, on le sait. Eux, ils étaient dans une situation où il y avait plein d'outils techniques qui déconnaient. D'accord ? Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais en gros, c'est les fameuses sondes Pitot dont on a entendu parler. C'est des sondes qui peuvent capter la vitesse, l'altitude, etc. Et là, ces sondes-là, c'est des sondes qui sont positionnées sur la carlingue de l'avion. Ces sondes-là, elles avaient gelé. Et donc, du coup, les informations qui étaient captées par ces sondes et qui étaient retransmises dans le cockpit, elles étaient complètement erronées. Sauf que les pilotes n'avaient aucun moyen de savoir que ces informations-là étaient erronées. Donc, tout le long, ils se sont basés sur les informations qui, eux, leur revenaient à l'écran, mais ces informations étaient complètement fausses. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mal identifié la situation. Ce qu'il faut, dans le facteur humain, ce qu'il faut essayer de maîtriser au plus possible, du coup, c'est la réaction que va avoir l'humain en situation de crise et en situation inconnue. Et au plus tu vas couvrir les situations de crise et au plus tu vas entraîner le cerveau à réagir en mode réflexe, quasiment, au plus tu vas resserrer les pointillés de la barrière humaine. Et effectivement, là où je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que tu disais, donc on a dit que c'était cette barrière-là qui pouvait le plus souvent défaillir, mais c'est aussi cette barrière-là qui est indispensable, puisque c'est aussi eux qui souvent, et heureusement dans la plupart des cas, c'est ce qu'ils font, ils rattrapent les problèmes techniques. Des problèmes techniques dans un avion, en vrai, il y en a tout le temps. Et la plupart des problèmes techniques, heureusement, ils sont tous réparés en direct par les pilotes. Donc effectivement, ils peuvent réparer toutes les situations. Pour pas qu'on arrive à l'accident, il faut que ce facteur humain-là, il soit très, très contrôlé, entraîné et presque automatisé. Et c'est ce qui fait qu'on monte en compétence et qu'on évite d'aller vers l'inconnu qui peut causer cet accident et cet événement indésirable. Je ne sais pas si ça répond à ta question, ou sinon, n'hésite pas à poser une question complémentaire pour que j'y réponde mieux. Ah non, c'était très intéressant. Merci beaucoup, ça répond exactement à la question. Super, merci beaucoup. Du coup, je propose à Quentin maintenant de poser sa question. Oui, bonjour. Alors, Bonjour. Moi, je suis actuellement en stage de fin d'études, donc chez Constellium, donc une entreprise de métallurgie, de fabrication d'aluminium, et c'est une assez grosse entreprise avec 1500 salariés et ils fabriquent des bobines d'aluminium. Et on a également, tous les jours, on a un flash meeting de 5 minutes et où on évoque, donc je suis également à l'EHS Centrale, Ok. et on évoque donc les échappées belles, les différents accidents. Et donc, les accidents, ils sont gradués. Et donc, les accidents importants, donc, avec le groupe, donc c'est à partir de certains points de suture ou de choses comme ça. Donc, c'est des recordable cas. Et on a des silhouettes donc en entreprise qui sont mises, donc c'est pour des, entre guillemets, accidents importants. Et je voulais savoir si, donc en ce moment chez nous, donc c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qui se passe, mais il y a beaucoup d'accidents donc assez graves, donc surtout liés aux mains. Et je voulais savoir si vous aussi c'était le même cas entre guillemets dans votre entreprise. Est-ce qu'en ce moment il y a alors que en temps normal, c'est vrai qu'il y a quand même moins d'accidents. Et là, on est déjà à 6 depuis le début de l'année, alors que normalement, c'est en moyenne, l'objectif, c'est 6 par an maximum. Voilà. D'accord. Alors, donc non, c'est pas le cas chez moi, pour répondre à la première question. Mais c'est une situation qui peut arriver. Il y a plusieurs. Alors, si tous les accidents qui d'un seul coup surviennent arrivent aux mains,
et que vous avez identifié, parce que ça, effectivement, c'est pour le coup, ça peut être un indicateur qu'on maintient en fonction des opérations, c'est savoir quelle partie du corps ça touche, et ça, c'est intéressant. Si vous avez identifié que tous les accidents, là, d'un coup, touchent les mains, c'est étrange. Et il faut peut-être du coup réanalyser la manière dont est effectué le travail. Tout à l'heure, je parlais de la différence entre le travail réel et le travail prescrit. Et peut-être réidentifier. Il est possible que des fois, donc sur le travail prescrit, sur les procédures, sur la carte de travail, il y ait une méthodologie qui soit notée et qu'au fil du temps, il y ait une certaine déviation, que le travail réel, en fait, dévie parce que les gens ont trouvé plus pratique de faire comme ci ou comme ça, ou etc. Et que du coup, vous vous rendiez compte en analysant vraiment avec précision, mais ça nécessite un travail d'un peu de temps, parce que ça nécessite pas d'aller voir 2 secondes comment un opérateur fait, ça nécessite de suivre vraiment plusieurs opérateurs sur le long terme, sur plusieurs semaines, sur plusieurs phases d'opération, pour vraiment noter en 1 il fait ça, en 2 il fait ça prend tant de temps, il prend tel équipement de protection, tel équipement, voilà, enfin ça nécessite une analyse très détaillée. Mais peut-être que vous arriverez à la conclusion de cette analyse de voir qu'en fait, il y a un truc au milieu qui loupe. Donc, soit, je sais pas, un EPI, un gant qui porte pas correctement, un outillage qui est mal utilisé. Tu as parlé de blessures aux mains, je sais pas ce que c'est les blessures aux mains, mais si par exemple vous constatez qu'il y a que des coupures, potentiellement, vous pouvez avoir un outillage qui est mal caractérisé, vous pouvez avoir je sais pas, un outillage qui n'a pas été contrôlé réglementairement et qui du coup bug. Vous pouvez avoir, enfin je sais pas, vous pouvez constater tout un tas de déviations et qui peut expliquer cela. Et après, il y a quand même quelque chose aussi, je pense, sur lequel il faut se pencher. C'est quand vous avez une hausse soudaine dans une organisation du nombre d'accidents du travail, ça peut être le reflet de causes beaucoup plus profondes que le port d'un EPI. C'est-à-dire, vous avez en ce moment, on est en pleine période de Covid, il y a pas mal d'entreprises qui ferment, il y a pas mal d'entreprises qui ont des plans sociaux, il y a pas mal d'entreprises qui font du chômage partiel, il y a un certain mal-être qui peut s'installer chez les personnes, il peut y avoir tout un tas de causes sous-jacentes auxquelles on ne penserait pas apparemment, qui peuvent aussi être l'explication d'une hausse soudaine du nombre d'accidents du travail. Et ça, pareil, c'est pas identifiable en 3 secondes, mais c'est un peu identifiable en... Bon, alors tu connais, toi, le contexte de ton entreprise, donc tu sais si vous êtes touché par ce genre de climat un peu social difficile, mais c'est sûr que quand il y a des phases un peu comme ça, un peu difficiles, et un peu où les gens se sentent pas très bien dans leur entreprise, dans leur organisation, etc. Les gens viennent au travail avec pas forcément la tête vraiment au travail, et puis les accidents arrivent plus vite, ou juste pour faire un peu remonter bon, alors si c'est des coupures, ils vont pas aller se couper volontairement la main, mais juste pour faire remonter un peu un mécontentement, un mal-être, etc., on va remarquer plus d'arrêts de travail causés par des petits accidents, voilà, parce que les gens finalement expriment leur mécontentement et expriment leur malaise en se mettant en arrêt de travail. Enfin voilà. Donc il peut y avoir tout un tas d'explications. Là, comme ça, je ne pourrais pas du tout te dire quelle est l'explication chez vous, mais il y a tout un tas de pistes à explorer, et il ne faut pas se limiter aux pistes, disons, faciles, qui sont de dire il n'a pas mis son gant, quoi. Parce que ça, vous allez le voir direct s'ils mettent leur gant ou pas, mais qui peuvent être tout autres et beaucoup plus profondes. Oui, ce qui a été remarqué, c'est surtout une fatigue générale. Parce que c'est vrai que c'est des personnes qui ont 20-30 ans d'expérience et qui d'habitude donc connaissent les tâches. Et d'habitude, c'est vrai qu'il n'y a pas ces problématiques. Donc ce qui a été remonté en ce moment, c'est vraiment une fatigue générale. Et c'est surtout des écrasements, donc il y a bien le port des gants, c'est pas spécialement les coupures, c'est plutôt un outillage qui part avec donc les mains coincées dedans. Donc c'est des fractures, des choses comme ça. Donc après, vous avez également parlé du travail en hauteur. Donc c'est vrai que là, récemment, donc il y en a un qui était sur un escabeau, parce que les escabeaux, c'était autorisé, donc les échelles à plus de 5 mètres n'étaient plus autorisées. Mais les escabeaux et échelles, c'était autorisé, bon, surtout comme moyen d'accès, pas comme poste de travail. Et là, l'escabeau, donc il est tombé de l'escabeau, et puis il a eu une fracture, des points de suture au niveau du menton. Donc c'est vrai que c'est donc à la suite, ce qui est mis en place, c'est ce qui est décidé, c'est de supprimer toute échelle et tout escabeau sur site.
Mais c'est vrai que c'est des choses qui n'étaient pas arrivées jusque-là. Donc, il y avait pas c'était pas mis en place. Ah, effectivement, ouais, s'il y a une fatigue qui a été identifiée, ça peut être la cause. Et du coup, je me permets de rebondir sur ce que tu dis, parce que tu parles de gens qui sont dans l'entreprise depuis longtemps, potentiellement, qui font les mêmes tâches depuis longtemps. Je parlais tout à l'heure du facteur humain qui doit devenir un automatisme pour gérer les situations. C'est aussi, voilà, comme quoi dans le management HSE, il faut toujours trouver vraiment le bon dosage, parce que donner des automatismes, ça peut aussi faire tomber dans le biais inverse de la sécurité, mais faire tomber justement et engendrer plus d'accidents, parce que si une tâche devient trop automatique, on la fait sans réfléchir et finalement, sans être trop vigilant, parce qu'on se dit, bon, on l'a fait tous les jours depuis 30 ans, la même façon, c'est bon, il m'est jamais rien arrivé, je vois pas pourquoi aujourd'hui il m'arriverait un truc. Et on pense à autre chose et on porte pas forcément attention aux dangers qui nous entourent, etc. Et bim, là, on va être blessé. Et du coup, il faut quand même aussi être vigilant, voilà, sur les gens qui ont des tâches très répétitives dans leur journée de travail ou très répétitives parce qu'elles occupent le même poste depuis très longtemps. Voilà, ça aussi, il ne faut pas tomber dans ce biais-là de l'automatisme de la tâche qui peut être effectivement délétère pour la sécurité. Quand est-ce que ça peut répondre? Vas-y. D'accord, bah merci bien. De rien. Je vous remercie Florian pour tes réponses. Est-ce qu'on va finir sur une dernière question de la part d'Anaïs qui demande, et qui je pense peut intéresser tout le monde, si tu as des recommandations à propos de livres ou films au niveau des sujets du QHSE à nous conseiller? Alors, au niveau des livres, oui, je pourrais vous en envoyer par mail si vous voulez, parce que comme ça, là, te sortir les noms, mais si ça vous intéresse, je vous enverrai une liste par mail. Il y a des ouvrages, je ne sais pas s'il y en a qui ont assisté à la conférence hier de Gaëtan, mais il y a des ouvrages très intéressants qui sont écrits par la publication des mines, des codes des mines de Paris. Ils font des ouvrages sur. Alors bon, c'est très intéressant. Après, c'est pas à lire le soir dans votre lit, parce que vous allez vous endormir. Mais c'est des livres vraiment scientifiques et qui sont intéressants sur tout ce qui est risque, justement culture de sécurité, conscience du risque, etc. Ça donne vraiment des approches globales et très intéressantes. Comme ça, là, de vive voix, je ne peux pas vous donner les titres, les auteurs, etc. Mais si ça vous intéresse, je communiquerai aux membres de la junior des noms et des auteurs. Pour ce qui est des films ou des vidéos ou des trucs comme ça, je vous conseille vraiment de vous faire, en fait, ce qui est hyper enrichissant, c'est pas forcément de regarder des trucs directement en lien avec le QHSE, mais je vous conseille de vous faire une grosse culture des accidents industriels. Donc, vous tapez sur Internet accidents industriels. Je crois que sur Wikipédia, vous allez pouvoir trouver une liste de tous les accidents industriels majeurs qu'il y a eu au cours des derniers, du siècle dernier, quoi. Et ce qui va être super intéressant, c'est de voir, après, vous pouvez trouver des petits films, des petites reconstitutions des accidents et voir vraiment comment ça s'est passé et vous-même vous faire votre perception et vous-même faire votre analyse de cause de ce qui s'est passé. Pour les passionnés de nucléaire, et pas que d'ailleurs, je vous invite grandement à regarder la série Tchernobyl, qui est juste extraordinaire et qui vous permettra d'intégrer complètement comment cet accident-là, comment on en est arrivé à une telle situation. La série est super, vous pourrez vite la regarder, c'est agréable à regarder et pour le coup, vous allez analyser vous-même pourquoi on en est arrivé à l'accident et vous allez voir la multiplicité des causes et surtout des causes organisationnelles dont on se parlait tout à l'heure. S'il y en a qui aiment particulièrement l'aéronautique, il y a une émission qui passait à une époque qui s'appelait pétard, elle s'appelait comment? Crash Investigation, je crois, ou un truc comme ça. Crash quelque chose. Ouais, bon. Alors, il ne faut pas être angoissé de l'aviation. Si vous avez peur en avion, ne regardez pas ça. Vous n'allez plus jamais monter dans un avion. Mais en gros, vous avez, c'est que des émissions qui, à chaque fois, traitent d'une anomalie aéronautique qui s'est passée et retracent tout l'accident. Et là, pareil, vous avez à chaque fois des causes techniques qui sont expliquées, etc. Vous pouvez regarder, il y a eu
un envoyé spécial ou un truc comme ça, là, une émission d'Élise Lucet, sur l'accident ferroviaire qu'il y avait eu en France, là, sur la nouvelle ligne TGV, là, le TGV qui avait déraillé avec tout un tas de personnes à son bord, qui avait fait pas mal de morts aussi. Il y a une émission qui avait été diffusée à la télé qui est extrêmement intéressante et qui, donc toutes ces émissions et toutes ces sources-là que je suis en train de vous donner, c'est pas des choses qui parlent spécifiquement du QHSE, mais en regardant tous ces accidents et en comprenant comment on en est arrivé à l'accident, vous allez en apprendre beaucoup plus que si vous lisez des ouvrages purement QHSE, puisque finalement le QHSE, si vous allez en cours, vos profs vont vous expliquer plein de trucs. Mais voilà, faites-vous une culture d'accident, c'est comme ça qu'on apprend beaucoup quand même. Super, merci beaucoup pour ta réponse. Je pense que certains vont être nombreux à regarder toutes les choses que tu as pu nous citer. Je pense qu'on arrive sur la fin de cette conférence. Un grand merci Floriane pour ton temps et tes réponses très précises, très claires autour du sujet. C'était vraiment très intéressant et j'espère que ça a plu à l'ensemble de nos participants. Et merci à tous les participants pour votre abnégation à être restés jusqu'au bout. Je sais que la conférence a un peu dévié. Merci beaucoup à tous. J'en profite pour vous... Vas-y Floriane. Non, merci à vous pour votre accueil et pour vos questions qui étaient très pertinentes. Et si vous avez d'autres questions et que vous souhaitez échanger sur des sujets, n'hésitez pas à demander mon contact à quelqu'un de la junior qui vous le donnera et je vous répondrai avec plaisir. Pas de souci, c'est noté. On ne manquera pas de te mettre en contact avec les étudiants qui le souhaitent. Pour terminer, je vous ai partagé un petit message dans la conversation pour vous demander de remplir un petit questionnaire de satisfaction qui ne vous prendra vraiment que quelques minutes afin que vous nous donniez votre avis sur la conférence, sur l'organisation et qu'on puisse améliorer pour vous proposer des conférences toujours de meilleure qualité et répondant à vos attentes. Un grand merci, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir. Merci pour cette présentation.